Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, Bismart sur Sud Radio. Évidemment, les secteurs qui sont au cœur de ce qu'on est en train de traverser. L'un des premiers, c'est la vente au détail, les magasins, particulièrement l'habillement. Bon, mais je voulais quand même qu'on raconte une histoire de croissance. Et vous allez voir, c'est celle de Zadig & Voltaire. C'est parti. On démarre donc avec Rémi Baume, le patron de Zadig & Voltaire. Bonjour Rémi. Donc on va raconter ensemble. Alors on va raconter l'ensemble de tes projets de croissance d'une marque qui se situe où? J'avais envie de démarrer là. C'est du luxe, c'est pas du luxe? C'est où Zadig & Voltaire? Zadig & Voltaire, c'est une marque de designers contemporains qui essaie de promouvoir une approche de la mode qui est le luxe sans effort. Donc pour nous, le luxe, c'est la qualité des produits. Sans effort, c'est une approche plus facile, plus bienveillante, plus communautaire et non pas élitiste de la mode. Et designer, parce qu'effectivement, on a 25 ans, enfin l'année prochaine, la marque a 25 ans, donc on n'est pas une marque patrimoniale au sens où on a un siècle de patrimoine à faire vivre, mais en revanche, on est designer parce qu'on a un point de vue stylistique que depuis 25 ans, on fait vivre. Et donc c'est ce côté designer. Voilà. Designer. Et ça existe sur le textile, sur l'habillement, sur la mode? Oui, bien sûr. Ce terme de designer. Absolument. Qui se situe quoi? Quelque part, donc, entre les grandes marques, dont je comprends bien quand tu dis, c'est intéressant, c'est quoi? Le luxe sans effort, c'est ça, hein, ouais, Rémi? C'est ça. Dont je comprends bien que tu estimes qu'elles en font trop? Non, c'est plutôt que quand on regarde les collections Zadig & Voltaire, c'est souvent moins formel. On mélange, il y a une allure Zadig & Voltaire. On mélange des opposés. On va prendre du cachemire avec des bottes cloutées. On va prendre une robe de dentelle avec du cuir froissé. Enfin, le peu que j'en connais, le luxe le fait. Chacun fait son allure, mais l'allure de Zadig & Voltaire, c'est celle-là. Et donc, c'est ce côté sans effort. D'ailleurs, c'est pour ça que pendant la crise, ce qui était peut-être un peu anxiogène, on a vraiment fonctionné très très bien parce que il y avait un côté protection, réassurance de notre silhouette et notre style. Et ça nous distingue parce qu'on est, par exemple, on n'organiserait jamais de queue devant nos magasins, qui est bien souvent. Comment ça, organiser la queue devant les magasins? Quelquefois, d'autres marques organisent la queue dans les magasins, pour attendre, pour avoir ce moment avant le. Dis donc, moi j'en ai vu des queues devant certains magasins. Il y en a un qui est pas très très loin, là, le temple de LVMH. Elle est pas organisée, hein, la queue. Je peux te dire que les gars, ils sont là. Hein. Je trouve que pendant un bon moment, je me suis levé tôt le matin. Ils étaient même là tôt le matin, quand même. Ils sont là. Mais nous, on est communautaire. On a une tribu. Rémi, dans la construction de la marque, j'ai comme ça en tête une sorte de pyramide. Et plus tu montes quand même dans l'échelle du luxe, meilleures vont être tes marges. Est-ce que ça peut pas être une stratégie, et comment on fait à ce moment-là, de monter justement dans l'échelle du luxe et d'essayer de se construire une vraie image de luxe? Alors, le luxe, à nouveau, pour tout le monde, c'est d'abord la qualité. Après, ça a été les services, et maintenant, ça va être l'entertainment. On appelle ça souvent l'expérience, mais finalement, c'est le fun et la vie qu'on peut avoir à travers le propos que propose une marque. Et d'ailleurs, on le voit beaucoup en ce moment avec tous les réseaux sociaux. Les marques proposent un entertainment. Avant, c'est le contraire du luxe, c'était le contraire de luxe entertainment. Attends, vraiment, je te pose la question. Et pour moi, le luxe, justement, il est au-dessus de l'entertainment. Il est inaccessible. Il a quelque chose de magique. Il y a un côté distancié, il y a un petit côté élitiste. Mais si tu regardes ce qui se passe en Chine, c'est très très clair qu'ils veulent de l'interaction, ils veulent du live, le fameux live shopping. Ils veulent ce direct. Et toutes les marques... Gucci, quoi. Gucci doit se mettre au live shopping. Bien sûr, ils le font. Et ils le font. Alors c'est compliqué parce que le live, à un moment donné, il peut se passer plein de choses et on n'est pas en maîtrise totale, bien sûr. Or le luxe, c'est un bon terme. Ça, c'est une maîtrise totale. Voilà, c'est pas mal. Le luxe, c'est une maîtrise totale, mais l'avantage, c'est qu'à un moment donné, on rebascule dans de la créativité. Les méthodes du luxe étaient assez standardisées ces 10 dernières années. On connaissait les méthodes, etc. Et désormais, les clients, ils ont toute l'offre qu'ils veulent et ils veulent quelque chose qui les touche vraiment de façon viscérale, de façon beaucoup plus proche. Et on voit que d'un point de vue de communication, on est en train de passer de communication très léchée, très propre, qui vont bien sûr continuer, mais avec des choses qui vont plus droit au cœur, quoi, qui vont un fond. Je pense qu'à la fin, il va y avoir un rapprochement entre médias et mode et luxe beaucoup plus fort qu'il ne l'existe. Ce qui est déjà le cas. Alors, mais allons-y. En Chine, j'ai vu que quand même, tu es le pavillon du luxe
de Tmall. Donc Tmall, c'est le Alibaba, Ouais. voilà. Et donc c'est organisé en pavillon, c'est ça, Alors, en fait, Tmall, ils avaient un peu de mal à attirer les grandes marques parce qu'ils ont démarré un peu par le mass market. Et en fait, les Chinois consomment comme ça. Donc après, c'est posé la question de comment arriver à faire la jonction entre la plateforme de consommation des Chinois et puis les marques qui ont besoin de se moderniser toujours. Et effectivement, Tmall, à ce moment-là, a dit on va faire un pavillon spécifique, avec une entrée spécifique pour les marques de luxe. Donc c'est un mall, 2 entrées. Et surtout, c'est mais un comment ça se environnement passe? C'est dans le graphisme, quand Voilà. tu cliques sur le pavillon du luxe, tu vas rentrer dans un un environnement tout à fait préservé, au look and feel de la marque. Et effectivement, c'est donc plus maîtrisé. Et ça marche effectivement très bien avec le réseau de boutiques. Et ça, on voit bien le parallèle. Et ça, c'est eux qui te le designent. Enfin, vous le designez ensemble. Comment Alors ça en fait, on a souvent, alors c'est en interne ou avec des prestataires qui vont faire un design, voilà, selon les codes de la marque, et qui ensuite le mettent sur ce pavillon Tmall. C'est ton objectif, la Chine aujourd'hui. Donc, alors, donnons un peu la mesure des choses. 350 points de vente dans le monde, mais 118 en France. La France, c'est 30% de ton chiffre d'affaires qui est à peu près, mais on en reparlera, 350-400 millions d'euros. 30% France, 30% Europe, 25% Amérique du Nord. Voilà. 15% Asie. 15% Asie. Donc effectivement, d'une part, c'est très bien d'avoir réussi à établir de façon très structurée la marque à 25% de notre activité, parce que ça veut dire que justement, une marque de designer française a réussi à avoir, dans un marché très compliqué comme les États-Unis, une activité. En revanche, maintenant, il faut effectivement qu'on accélère en Chine, étant donné qu'on connaît tous la bascule qui est en train de s'opérer sur le marché du luxe en Chine. Rémi, qu'est-ce qui fait pardon pour cette question, mais j'avais pas conscience en fait de la réussite que représentaient Zadig & Voltaire, notamment sur l'ensemble de ces zones aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu arrives à créer un univers de marque? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un New-Yorkais, il va chercher, enfin si c'est comme ça que ça se passe, la boutique Zadig & Voltaire? On parlait de designer pour commencer, et c'est exactement ça. C'est que tout d'un coup, quelqu'un émerge avec une vision très forte et différente de ce qui est proposé. Et tout d'un coup, c'est une évidence, parce que bien sûr, il manquait cette proposition. Donc Thierry Gillier, notre fondateur, c'est un artiste d'abord, c'est quelqu'un qui a une vision extrêmement claire, il a un œil laser sur ce qu'il voulait. Il a démarré, en plus, avec un point de force sur la technologie, le cachemire, le côté industriel du tissage, il le connaissait extrêmement bien. Il a proposé des produits qui étaient différents. Et ça, c'est l'aspect technique, et c'est ajouter l'allure. On parlait de ce mélange des genres, tout à fait l'allure de Zadig & Voltaire. Et ces deux ensemble ont fonctionné très bien en France, en Europe. Et comme il avait fait ses études aux États-Unis, qu'il était proche d'artistes américains, etc., c'était naturel pour lui d'aller personnellement monter cette business unit aux États-Unis, et qui a trouvé son marché. Parce qu'à un moment donné, il faut sentir, être enraciné, il faut sentir la population, et il avait cette connexion-là. Et la marque a pris très fort. Il y a une dimension de pari artistique quand même, d'irrationnel. À un moment, il faut faire de la communication aussi. Donc à un moment, je pense qu'il faut investir, mettre beaucoup d'argent sur la table. Ouais. Et c'est une étoile qui s'allume pas. Et donc, ça se décide pas souvent encore, ce genre de choses-là. Ça rentre pas dans les algorithmes. C'est pas... Des marques qui naissent et des designers qui naissent, il y en a beaucoup, et heureusement, ça fait partie de l'émulsion du marché. Après, effectivement, il faut s'établir. Et on s'établit en nourrissant la marque. Tu parlais de communication. On faisait, par exemple, nous, on fait des défilés tous les 6 mois, tous les 12 mois, selon. Alors, par exemple, ça, c'est un choix, par exemple, faire des défilés. Bien sûr. Mais c'est logique dans un modèle particulier. C'est logique parce qu'on a notre point de vue stylistique à nourrir. Chaque saison, on l'a fait le mois dernier dans la Paris Fashion Show. Et puis après, il y a d'autres étapes, parce que quand on arrive à 350-400 millions, pour viser beaucoup plus haut, là, ça veut dire d'avoir des grosses équipes dans plusieurs continents. Là, on va se structurer très fortement en Chine. Et donc, les recettes du départ sont un peu différentes des recettes du succès, voilà, de la troisième phase, qui est un peu la phase dans laquelle nous, on entre. Et donc, toi, parce que ta carrière, alors j'ai vu que c'était LVMH et Carrefour, donc le côté LVMH, ça y est, c'est réussi, et maintenant, ils attendent de toi le côté Carrefour. C'est-à-dire que maintenant, il faut faire du mass market avec... Ah non, jamais. Jamais, ouais, non, voilà, c'est ça. Non, bien sûr. Non, mais quand on dit mass market, l'ambition, c'est quoi? Quand tu dis aller beaucoup plus haut, c'est de doubler le chiffre d'affaires? Oui. Mais par le haut.
bien sûr. Il faut absolument préserver, je dirais, la qualité, la rareté, le caractère exceptionnel de ce que l'on fait. Et ça, c'est appuyé sur ce dont on parle très régulièrement, c'est-à-dire l'émergence de nouvelles classes moyennes, notamment en Chine, des nouveaux pouvoirs d'achat. Bref, c'est une clientèle finalement qui va grossir d'elle-même. Et donc, j'espère qu'elle va se tourner vers... Nous, on vise la classe au-dessus de la classe moyenne. C'est-à-dire que la classe moyenne, c'est la classe qui commence à acheter on va appeler ça pour l'automobile, du mid-market. Voilà. Enfin, en tout cas, ils dépensent beaucoup plus. Ils sont plus dans la nécessité. Ils sont vraiment dans l'apparence, le statut social. Et puis à mesure qu'ils deviennent un peu plus riches et aisés, on arrive et on leur propose un look qui est un look... leur première différenciation, finalement. Leur premier signe extérieur de richesse. Voilà, parmi d'autres. On est nombreux. Ouais, mais ce qui est très intéressant en Chine, c'est que la génération qu'on appelle les millennials ou les Z sont assez différents de leurs parents, qui eux-mêmes n'ont pas vraiment connu la révolution culturelle, exactement. Et donc, vraiment, ils sont individualistes au bon sens du terme, je pense. C'est-à-dire, finalement, je veux m'exprimer moi-même. Je suis un petit peu moins dans le regard de ce que le collectif va me dire. Je veux m'exprimer moi-même. Je veux trouver mon style. Et c'est un peu notre espoir parce que depuis toujours, Zadig & Voltaire a cette envie d'inspirer ses clients et de leur faire oser leur style. Et donc, justement, il y a quelque chose d'un peu unique dans l'allure qu'on propose. Donc, et on ne fera pas faire de la psychologie de comptoir, mais faut garder en tête que beaucoup de ces jeunes gens aujourd'hui, s'ils ont 30 ans, effectivement, l'explosion du marché en Chine, on va dire, c'est milieu des années 80. Donc on est bien sur une deuxième génération, mais deuxième génération d'enfants uniques. Ouais. Pour beaucoup d'entre eux. Ouais. Donc ça aussi, j'imagine, sont des comportements qui sont des comportements. Au début des années 2000, le marché du luxe, c'était quelques pourcents du marché mondial. Maintenant, c'est 30-35%. Et dans 10 ans, c'est 50%. Et c'est forcément des Chinois qui développent Zadig & Voltaire en Chine. Alors non, pour nous, c'est un mix parce que, bien sûr, il faut... Parce qu'il y a l'identité de la marque. En fait, on est aujourd'hui petit en Chine, on a 15 boutiques, donc c'est pas énorme. Et donc, il faut être raisonnable, il faut qu'on apprenne. Et donc, dans cet apprentissage, dans le fait de test and learn, de se parler, d'essayer, etc., il faut vraiment, vraiment bien se comprendre. Donc, on a à la tête de notre entité en Chine, un Français qui a toujours vécu là-bas, donc on est sûr de bien se comprendre. En revanche, après, dans l'exécution, il faut effectivement des équipes chinoises, parce que c'est un écosystème chinois, diriger des Chinois, c'est particulier, donc... Bien sûr, bon, alors donc la France, combien de semaines de fermeture sur l'année? Là, tu les comptes d'ailleurs? Non, j'ai arrêté de les compter. Ah ouais, c'est ça. Je les compte en mois maintenant, donc ça va faire bientôt 4,5. 4,5. Ah oui, de mars, avril, novembre, puis encore mars, maintenant avril. Ouais. On fait ce qu'il faut faire. Maintenant, en tant que dirigeant, on voit bien le coût que ça a. Je dois admettre qu'en Europe et particulièrement en France, toute la partie prise en charge des salaires, ça a été vraiment remarquablement bien fait. Maintenant, le sujet des loyers, vous avez peut-être dû en parler sur ce plateau souvent, mais c'est pas réglé. J'en ai parlé, et pour moi, c'est pas très logique, mais on négocie. Mais ça veut dire, comment veux-tu que ce soit réglé? C'est une question un peu de macroéconomie. À partir du moment où les marques prennent un PGE, c'est notre cas, pour payer rubis sur ongle leur loyer et sortir de cette crise avec un prêt qu'elles doivent rembourser, pour moi, c'est totalement illogique. Ça veut dire partager l'effort. Alors, ils ont essayé de le faire. L'État paye ton loyer d'une certaine manière? Non, parce que le PGE, il va falloir que tu le rembourses. Exactement. Il y a des pays en Scandinavie, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers l'État, un tiers les bailleurs et un tiers les marques. J'en ai discuté avec Thierry Melchior, le patron d'Etam, qui lui dit assez clairement quand même, il y a eu de la part des grandes foncières, par exemple, avec lesquelles on a des relations durables, des gestes conséquents qui ont été faits. Mais quand tu as des petits bailleurs, etc., enfin, tu ne peux pas leur demander de s'asseoir sur un loyer dont eux-mêmes ils ont besoin, Rémi. Un tiers, un tiers, un tiers. Je pense que c'est un fait de guerre. Un tiers à ta charge, un tiers à la charge du bailleur, un tiers à la charge de l'État. La logique macroéconomique de mettre des milliards dans l'économie sur le dos des marques qui vont bien sûr devoir le rembourser pour payer rubis sur ongle, et là je suis excessif en le disant parce qu'on a trouvé pour 2 tiers de nos relations avec les propriétaires, on a trouvé des accords. Mais il a fallu vraiment négocier parce que c'était pas monté de cette manière-là. Ouais. Alors on va finalement y arriver, mais voilà, c'est beaucoup d'efforts. Bon, et ça a permis une accélération du e-commerce et de la vente en ligne pour Zadig & Voltaire? Absolument. Alors à la fois parce qu'on était prêt en digital, à la fois parce que je pense qu'il y avait
une convergence entre nos produits et puis le moment. Alors, mais t'étais même plus que prêt, c'est ça. C'est-à-dire que tu sortais. Toi, tu es à la tête de Zadig & Voltaire depuis. Un an. Depuis c'est pas moi qui l'ai fait. Oui, voilà, t'es arrivé dedans. C'est clair. Mais pour le coup, l'ensemble de l'outil, venait d'être modernisé, quoi. Exactement. Non, mais non, plus que ça. Depuis 10 ans, le digital est déjà au sein de l'entreprise. Donc en fait, il y a une expertise qui est là et qui est forte. On faisait avant le Covid déjà 20% de notre activité sur le digital. Donc en fait, on était parmi les best in class, on va dire. Ensuite, il y a eu la demande client au moment du Covid, donc ça a boosté un peu les choses. D'un point de vue de toutes les ramifications omnicanales, donc le rapprochement entre le digital et les magasins, c'était déjà en place, donc on a pu vraiment accélérer. Et en mars-avril dernier, on était sur des rythmes de x3, x4 sur notre activité digitale. Ça compensait pas la fermeture des boutiques, mais ça mettait un peu de plaisir dans cette période, en se disant, bon, en fait, nos produits sont scrutés, ils sont désirés et les gens consomment. Et puis ils sont désirés par des gens qui ont les moyens de consommer et qui peuvent pas consommer ailleurs. C'est très très bon pour toi, ça, quand même, cette histoire d'épargne forcée, là. Parce que ce sont tes clients, globalement, qui, dans les 2 déciles supérieurs, qui aujourd'hui peuvent pas partir en vacances, peuvent pas aller au resto, etc. et tout. Ils vont aller dépenser un bout chez pour l'instant, peut-être. Pour l'instant, c'est épargné. Pour l'instant, les 200 milliards, ils sont épargnés. Les 200 milliards, ils sont épargnés. Comment est-ce qu'on débarque dans une boîte, au bout de 3 mois, donc c'était fermé. Au bout de 2 mois, c'était fermé. Bon, j'avais beaucoup de chance, c'est que l'équipe était très bonne, donc et puis m'appuyer tout de suite sur les gens qui savaient. Toutes les visites magasins, tout ça, l'ensemble de la tournée que tu aurais pu faire, pas faire. Donc j'ai pas pu faire effectivement l'arrivée normale et en particulier d'aller un peu partout très vite. Mais en revanche, regardant les choses différemment, c'est une chance presque, si je peux dire comme ça, parce que c'est un facteur accélérateur. Tout d'un coup, il faut connaître absolument tous les détails. Et pour être très franc, en mars et en avril, à 8h du matin, j'avais mon call tous les matins avec Arnaud Louet, mon directeur financier, et à la facture, on pointait qu'est-ce qu'on fait. Et donc forcément, en faisant ça, tout d'un coup, l'accélération de la connaissance de l'entreprise, elle est immédiate. Donc c'était... C'était compliqué, mais... Et puis, il y a cette fameuse question qui divise d'ailleurs les directeurs financiers, qui est très intéressante, l'histoire du budget zéro. C'est-à-dire que, vraiment, l'entreprise, si vraiment j'essaye d'enlever toutes les sources de pertes, je suis à combien vraiment j'ai besoin. Donc, cet exercice-là, en fait, il est peut-être salutaire. Et vous avez été obligé de le faire, et tu as été obligé de le faire, ce qui permet effectivement de rentrer dans les arcanes. Exactement. Et dans les budgets successifs, le BBZ, le budget base zéro. Le BBZ, absolument. Il a une vertu parce que bien sûr, tout d'un coup, on voit finalement ce qui était un peu superflu lié à la routine. Il y a un débat là-dessus, parce que tu as des directeurs financiers aussi qui disent ça sert à rien. En fait, tu peux mettre n'importe quoi dans le BBZ, mais bon, c'est un débat de directeur financier qu'on garde d'un côté, mais qui n'est pas inutile. D'accord. Toi, tu dis il faut avoir les deux. Surtout quand tu débarques à la tête de la boîte. On le voit par la force des choses. Tout ce qui nous arrive était présent. C'est une accélération des phénomènes. C'est en phase de conclusion. C'est pas le monde d'après, c'est le monde de demain, absolument. C'est-à-dire que en fait, tout ce qui était en gestation s'accélère. Bon, le digital, on en a parlé, la créativité, le besoin de créativité, on en a parlé. Oui, nous, en fait, assez vite, en mars-avril dernier, une fois que les urgences étaient vraiment gérées, on s'est mis vraiment encore plus à l'offensive. Par exemple, tout notre travail sur le pipeline d'innovation, le pipeline produit, on l'a encore plus accéléré par rapport à ce qu'on avait. L'expansion réseau, on s'est dit, en fait, on a un plan 5 ans, mais en fait, les opportunités arrivent maintenant. Donc, nos 3 premières années du plan 5 ans, il faut qu'on les effectue en 18 mois. Et en fait, on est beaucoup plus à se dire, sortons plus fort qu'on ne sera rentré dans la crise. Des stocks pour la reprise? Réponse courte. Elle va être comme ça une fois qu'on aura le feu vert, une fois que ce sera parti. À l'été dernier, j'étais agnostique. Je crois que là, effectivement, les gens n'en peuvent plus. On n'en peut plus. Et donc, il y aura un gros pic de consommation. Rémi Baume, le PDG de Zadig & Voltaire, était notre invité sur Bismart. Rémi Baume, le patron de Zadig & Voltaire, donc sur Sud Radio. On continue à parler de ce qui est en train de se passer, le e-commerce et la logistique. On repart les amis, on repart avec Olivier Le Rodelec. Bonjour Olivier. Bonjour Stéphane. Fondateur de Box. Alors j'ai mis la dernière brique logistique et Box m'a bien fait sourire. Alors vous avez fait un poisson d'avril, il faut bien on a bien le droit d'en avoir un nous aussi.
Et franchement, il était assez top. Donc je vais vous le lire, les amis. Donc communiqué très très bien fait en plus, exactement le genre de communiqué qu'on reçoit. À partir du 1er mai 2021, les points relais seront autorisés à ne pas remettre les colis si leur destinataire ne justifie pas d'un achat d'au moins 10 € effectué dans un commerce de proximité. Vous avez apprécié le clin d'œil. Formidable idée. Mais j'y ai cru. Je dis, ah, mais. Et vraiment, j'ai vu le truc, j'ai dit, ah, mais tiens, j'étais passé au travers. T'as même la petite phrase de Bruno Le Maire qui va bien, tu vois. Ministre de l'économie, nous espérons que les petits commerces pourront profiter de cette mesure pour mettre en place leurs propres solutions. Nous allons changer l'environnement, etc. Machin. J'espère que nous en voudra pas trop. Vive la République, vive la France. Non, parce que c'est ultra crédible. Ils en sont, malheureusement, alors je me suis permis de répercuter votre poisson d'avril parce que je l'ai trouvé excellent, mais j'ai dit arrêtez de leur donner des idées comme ça, les gars. Ils sont capables de dire mais c'est une bonne idée ça, mais mettons-la en place. Bon, c'est pour vendre quoi? C'est pour vendre en fait une nouvelle boîte aux lettres. Alors exactement, en tout cas un nouveau service. C'est-à-dire que, comme vous le savez peut-être, en 2020, il y a eu 1 milliard de colis qui ont été livrés en France, qui est évidemment un trend qui est sous-tendu en fait par la croissance du e-commerce. Mais oui. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on reçoit tous notre courrier, mais on peut plus recevoir nos colis. Ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des gens, ce qu'ils souhaitent, c'est recevoir leur colis chez eux. Ouais. Et pourtant, chaque semaine, il y a 1 million de colis qui ne trouvent pas leur destinataire. Sur 1 milliard, non, 1 million chaque semaine. Chaque semaine, oui. Donc 50 millions de colis, quoi. Exactement, oui. Et donc, ce qui fait qu'il y a un problème qui devient majeur, un problème de satisfaction client, un problème de politique urbaine aussi, parce que finalement, ça congestionne, enfin, ça participe au congestionnement des centres-villes, à la pollution des centres-villes. Et donc, la thématique derrière tout ça, c'est comment on pense la ville de demain en tenant compte de nos nouvelles habitudes de consommation. Ah oui, tu te... Ah oui. Voilà. Mais pour en revenir à c'est vraiment vive la République, vive la France, là, c'est la ville de demain. On va la voir, enfin, votre invention. C'est une boîte à lettres connectée, globalement. Bon. C'est une boîte à lettres connectée qu'on met dans les parties communes des immeubles ou devant les maisons et qui permet d'assurer de manière sécurisée en fait, la réception des colis pour tous. Ça va un tout petit peu plus loin quand même, parce que à l'intérieur, vous avez réfléchi à 2-3 éléments qui sont quand même intéressants, notamment au fait qu'elle soit autonome en énergie. Effectivement. Alors, notamment pour l'habitat collectif, ce qu'on a voulu concevoir, c'est une solution qui tienne compte des contraintes de notre habitat et qui sont de plusieurs ordres. La première, c'est qu'on a des parties communes qui sont relativement étroites, donc il faut réussir à concevoir une consigne qui soit la plus ergonomique possible. Ensuite, notamment dans l'habitat existant, un des freins à l'adoption, ça serait le fait de réaliser des travaux. Donc on a fait en sorte de concevoir quelque chose qui ne nécessite aucun travaux d'installation, d'où l'autonomie en énergie. Enfin, faut la coller au mur, quoi. Mais voilà, mais c'est exactement. Très très bien. Et enfin, une solution qui soit la moins chère possible, parce que tout le monde souhaite avoir ce type de service, mais tout le monde n'est pas prêt non plus à y allouer des budgets considérables. Il faut une solution frugale. Ouais, mais alors c'est là où donc on va pas donner le prix, c'est pas notre sujet. Bien sûr. C'est un investissement quand même. Alors, je veux le dire, c'est plusieurs centaines. Pour les particuliers, c'est plusieurs centaines d'euros. Alors pour la maison, effectivement, c'est. Alors après, vous avez un usage en illimité, donc il faut acquérir la consigne en elle-même, et c'est 299 €. Et en revanche, non, mais je le donne parce que vive les vendeurs, pour donner un ordre d'idée, quoi. Et pour l'habitat collectif, en revanche, c'est quelque chose qui est plus. Il faut plus le voir comme un service. C'est un coût qui est compris entre 2 et 4 € par mois et par logement. Mais alors, comment est-ce que ça marche? Alors, d'abord, connecter. Pourquoi connecter? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle soit connectée, cette Alors, parce que la façon dont ça fonctionne, c'est que une fois que vous avez une consigne box, par exemple, dans votre immeuble, la façon dont ça fonctionne, c'est que vous avez une app box qui va vous permettre de générer des codes à usage unique que vous allez transmettre au livreur, et qu'il va pouvoir en fait taper sur le clavier de la consigne et ainsi déverrouiller la consigne et déposer le colis. Et toute l'activité dans la consigne en fait est tracée, ce qui permet d'apporter un maximum de sécurité. Tracée via toutes les émissions de codes d'ouverture, de fermeture, que ce soit les ouvertures du livreur ou celles du end-user. Pour être clair, d'ailleurs, ce code généré par votre appli, en fait, vous dites aux gens, il faut le rentrer sur l'adresse. Quand vous donnez votre adresse, tout à fait. En fait, il faut le rentrer sur l'adresse. De manière à ce que ça apparaisse sur l'étiquette de livraison.
Et puis par ailleurs, on a mis des balances connectées à l'intérieur de nos consignes qui permettent de vérifier les variations de poids et de s'assurer effectivement qu'il n'y ait pas de comportement inélégant, on va dire, de la part des uns et des autres. Mais parce que c'est forcément à ça qu'on pense. Bah bien sûr, c'est normal. C'est-à-dire qu'on se dit, le gars, il va vider la boîte. Exactement. Dans la mesure où c'est une consigne qui est partagée, il faut réussir à instaurer un climat de confiance entre les copropriétaires. Et d'ailleurs, il n'y a que les copropriétaires qui peuvent avoir accès à cette consigne ou le tiers de confiance à qui vous avez remis un code. Donc, que ce soit un livreur d'ailleurs, ou même un commerçant de proximité, ou votre neveu à qui vous souhaitez donner accès à la consigne pour qu'il y récupère un objet. Si la boîte aux lettres a été vidée, vous allez savoir exactement à quelle heure elle a été vidée. Et par qui ? Et, enfin, correspondant à quel code en tout cas. Exactement, mais qui dit code dit qu'on saura par exemple que c'est votre livreur qui l'a ouvert à 14h37 et que s'il y a une variation de colis, de poids qui est négative alors qu'elle aurait dû être positive, on saura qu'il y a eu un problème. Et ça, on saura le tracer de manière automatique dans nos serveurs. C'est intéressant parce que, alors, tu me disais, et je suis en train de comprendre 2-3 trucs, donc voilà, on voit le magnifique dispositif là. Tu me dis, ça va au-delà, enfin, c'est-à-dire que... Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on adresse un problème du quotidien des Français. Et il s'inscrit en fait dans une réflexion qui est aussi beaucoup plus large, qui est le changement des habitudes de consommation et comment on doit penser notre ville pour faire en sorte qu'elle ait des infrastructures qui permettent de rendre tous ces flux logistiques les plus efficients possibles et les plus décarbonés possibles. Ouais. Parce que toi, dans ton esprit, ton esprit d'entrepreneur, c'est évidemment un esprit sky is the limit. Exactement. On va dire dans 5 ans, les immeubles seront conçus avec les boîtes aux lettres, mais avec 2 ou 3 box d'origine. Et exactement, par exemple, c'est le cas d'un de nos clients, ICAD. Je les remercie d'ailleurs encore pour leur confiance. ICAD, c'est la foncière de la Caisse des dépôts. Hein, c'est exactement. Ça, hein. Et ils ont gros acteurs. Ouais. Ils ont convenu d'installer des consignes box dans l'ensemble de leur partie commune de leur programme des 3 prochaines années. Donc ce que je veux dire, c'est un bon exemple parce qu'aujourd'hui, tous les acteurs de l'immobilier, ils ont leur nouveau axe stratégique de réflexion, c'est quels nouveaux services on va apporter aux futurs habitants de nos programmes ou de notre parc. Et effectivement, avec le contexte sanitaire, avec la crise du Covid qui a commencé l'année dernière, l'explosion du e-commerce et toutes les contraintes que ça a pu créer, le sujet de la réception des colis est remonté tout en haut de la pile des services à apporter aux habitants. Et d'ailleurs, les pouvoirs publics et les collectivités locales, ils sont très sensibles. Nous, on a déployé récemment sur Meudon, sur la commune de Meudon et d'ici les Moulineaux, plus de 1000 logements ont été équipés de systèmes box. Et en fait, on a eu un vrai sponsorship aussi des maires de Meudon et d'ici les Moulineaux pour inciter leurs bailleurs à déployer ce type de solutions, d'infrastructures qui permettront effectivement de décarboner les centres-villes, de fluidifier les centres-villes, d'apporter une réponse concrète. Non, c'est super intéressant. Alors en plus, le maire d'ici les Moulineaux, dès que c'est nouveau, il aime quoi. Voilà, il a un certain nombre de défauts, mais là, il faut bien lui donner ce crédit. Et est-ce que ça veut dire, parce que moi, je pensais aussi à tout le potentiel des objets connectés, parce que tout ça, cette pile que tu mets qui dure 2 ans, je crois. Une autonomie de 2 ans. 2 ans. Ça veut dire que derrière, quand même, tout a été pensé pour une énergie ultra frugale. Exactement. Voilà. Ça a été la clé de notre concept, du produit qu'on a développé. Or, il faut quand même peser. Tu as quand même un dispositif pour peser, tu as un dispositif pour générer les codes, tu as un dispositif, c'est du Bluetooth. C'est de la connectivité Bluetooth. C'est de la connectivité Bluetooth pour que ça. Donc en fait, c'est le téléphone de l'utilisateur en fait qui va permettre, au moment où vous allez générer une ouverture via votre smartphone en Bluetooth, c'est à ce moment-là que la mémoire du microcontrôleur va se décharger dans notre cloud, dans notre back-office, toutes les informations d'ouverture, de fermeture, toute la remontée d'historique d'informations de la consigne. Mais effectivement, c'est un peu plus qu'une boîte aux lettres quand même. C'est un peu plus qu'une boîte aux lettres. Mais j'ai pas de problème à parler de boîte aux lettres. Mais il y a un peu de techno dans la boîte aux lettres, quoi. Oui, il faut, oui. Et puis en plus de ça, moi, je suis convaincu que en déployant ce type d'infrastructure, en fait, on peut à l'avenir agglomérer tout un tas d'autres services pour les habitants, qui soient effectivement dans l'habitat collectif ou individuel dans les maisons. Il y a des concurrents. J'imagine qu'il y a un certain nombre de brevets. Il y a des concurrents. Très vite, il nous reste une petite minute. Oui. Alors des brevets, nous on en a déposé effectivement sur notre techno. Des concurrents, il y en a. C'est juste qu'ils n'ont pas, je pense,
approcher le problème sous le même angle. Les solutions qu'ils proposent, c'est des solutions qui ressemblent beaucoup à des Amazon Locker. Le problème, de mon point de vue, de ces solutions, c'est qu'elles n'ont pas le bon market fit, c'est-à-dire qu'en fait, elles prennent beaucoup de place, elles coûtent cher, elles nécessitent des travaux d'installation, ce qui fait qu'en fait, ils ont un problème. C'est-à-dire que c'est une case par colis, Amazon Locker. Voilà, il faut ça. du raccordement électrique, il faut une carte GSM, ça prend donc beaucoup de place, ça coûte très cher, et donc c'est de mon point de vue dysfonctionnel. Dans votre communiqué, il y a un truc quand même qui est bien. Vous faites dire un truc à Bruno Le Maire qui est très intelligent. Mais oui, quand même. Parce qu'il ne dit pas ça va permettre de freiner l'essor du e-commerce. Non, il dit ça va permettre aux petits commerces de mettre en place leur propre solution de click and collect. Voilà. Oui, parce que c'est un nouveau produit qu'on développe en ce moment. C'est brillant. Non, mais ça, c'est intéressant. Non, mais avec notre socle technologique, on propose maintenant des solutions de click and collect pour les PME, les artisans, etc., afin de pouvoir digitaliser leurs ventes et voilà et pouvoir être offensif et effectivement. Voilà. Olivier Le Rodelec, donc fondateur de Box, et puis je vous le disais, dans cette période très particulière, écoutez ce que nous racontait donc Florent Malbranche, fondateur de Brigade. Et là, on est au cœur de ce que traverse l'hôtellerie, café, restauration. C'était le 3 mars dernier sur Bismart. Olivier Le Rodelec, donc le fondateur de Box sur Sud Radio. Et nous, on se retrouve lundi. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.